que je suis avec quelqu'un, un invité qui est là, et cette personne qui est là va nous parler de son, de vibration, de sonothérapie et de tout ce qui est en pi, n'est-ce pas, pour pouvoir comprendre un peu certaines situations. Quelquefois, on est bloqué sur une question et on ne sait pas, on cherche la réponse. La réponse est peut-être là, dans un bol tibétain, dans une petite pierre cristal de jade, ou je ne sais pas. Vous allez bien, monsieur Jean-Bernard Fontange? Jean-Gérard. Jean-Gérard, voilà, Bernard Gonzalez. Alors, on profite pour faire un clin d'œil à notre ami Bernard. Jean-Gérard Fontange. Oui, je vais bien, merci beaucoup Raphaël. Et c'est quoi la sonothérapie? Vaste question. Alors, la manière la plus intuitive, on entend sono, on entend thérapie. Donc, thérapie, bon, on sait ce que ça veut dire, hein, mais je vais le ramener à la signification première. C'est prendre soin. Le thérapeute est celui qui prend soin. Donc, en fait, on peut considérer que chacun est son propre thérapeute d'une certaine manière. Après, on a nos propres limites et on peut avoir besoin de d'autres personnes ou de d'autres circonstances pour nous accompagner, pour nous aider. Mais d'une manière générale, la première personne dont on devrait prendre soin, c'est soi-même. Parce que c'est difficile de prendre soin de d'autres personnes si on en prend soin comme nous, dans ces cas-là. Alors, vous savez quoi? Non, mais c'est dingue ça, parce que il y a quelqu'un qui me disait, quand on est hospitalisé, on est pris en compte, on est pris en main par des soignants, par des médecins, des infirmières, mais on constate quand ces gens-là sont perturbés par leurs propres problèmes, parce que leurs malades tardent à guérir. Oui. Et je dis, mais pourquoi les malades ont les mêmes traitements? Il n'y a pas de raison pour que celui-là soit s'en sorte mieux que l'autre, et pourtant ils ont subi genre même opération, même soin. Oui. Et elle continuait, normalement je dois la recevoir ici dans cette émission, elle continuait en me disant, oui, si la personne qui soigne a 2 fois plus besoin de soins que la personne qui vient d'être opérée, qui a besoin de ces médicaments, eh bien le traitement n'agira pas tout de suite sur cette personne qui reçoit les soins de la part de cette infirmière ou de son médecin, ou de cette... voilà. Ah oui. Ben là, en fait, vous approuvez? Oui. Il y a 2 choses qui ont été abordées. Oui. À la fois, le fait qu'une personne ne va pas pouvoir faire pour les autres plus qu'elle ne fait pour elle-même. Il y a même un penseur assez connu, qui est Omra Mikhaïl-Yavenov, qui disait, mais vous pensez aimer les autres plus que vous-même, mais si vous aimez les autres tels que vous vous aimez à ce moment-là, ce n'est peut-être pas un service à leur rendre. Ça, c'est pas mal. Donc déjà, petite pensée intéressante. Et puis, le deuxième aspect, c'est l'aspect de l'auto-guérison. Quelle que soit la personne qui va accompagner, le thérapeute, le médecin, le chirurgien, tout le personnel qui va être là pour entourer quelqu'un, en fait, ce sont tous des personnes qui vont aider et accompagner la personne vers son auto-guérison. La faculté extraordinaire du corps, c'est quand même celle d'être solidaire avec nous et de nous accompagner même dans les moments les plus difficiles et d'être toujours capable de réparer. Donc cette faculté de réparation, de cicatrisation, d'amélioration, d'évolution que recèle le corps est ce qu'on va appeler l'auto-guérison. D'accord. Donc en fait, les soins que nous recevons, c'est juste symbolique. Ils ne sont pas symboliques, hein, ce sont vraiment des accompagnements. D'accompagnement, d'accord. Mais pour revenir à l'histoire de tout à l'heure, comment une personne qui reçoit un soin va guérir plus rapidement qu'une autre personne, alors qu'on a peut-être les mêmes soins, peut-être qu'il va y avoir des soins plus intensifs. Mais c'est occulter le fait qu'une personne qui a envie de guérir va guérir plus rapidement qu'une autre. Et que dans certains cas, lorsque la motivation n'y est plus, lorsque la souffrance est devenue trop grande, certaines personnes, on dirait, baissent les bras, mais en fait n'ont plus ce moteur, cette énergie qui leur permet d'aller vers la guérison. Et c'est peut-être aussi ce qui explique notre stress, les difficultés, toutes les souffrances que l'on a. C'est qu'à un moment donné, la vitalité, l'envie d'aller mieux est submergée par le reste.
Alors, en quoi la sonothérapie va pouvoir intervenir? Bien, en fait, on va parler de l'influence des sons et des vibrations pour soulager la souffrance. Alors, j'ai parlé de sons et de vibrations, mais en parlant des sons comme si ce sont les molécules de la musique. Je n'ai pas parlé de musique ou de musicothérapie. D'accord. Bien sûr, toute musique est constituée de sons. Mais si je regarde bien, ces sons sont comme des molécules. C'est elles qui vont constituer la musique, la mélodie, mais aussi les rythmes. Puisque en fait, dans la musique, on a des rythmes. Tout est rythme et cycle, quand les rythmes sont très très larges. Et dans ce cas-là, on va bien se rendre compte que les sons ne sont pas que des choses que l'on va entendre, mais aussi des choses que l'on va percevoir de manière différente. Comme un rythme, ce n'est pas seulement le son, la musique, la hauteur musicale de la note qui va parler, mais justement la rythmique, ce que ça va induire à l'intérieur de nous. Donc là, on les émanations de ce son. On est déjà plus proche de la vibration. Alors, juste j'aimerais comprendre, parce qu'on nous dit que ce son, le son de la sonothérapie, selon ce que je me suis laissé dire, était un peu le même son que l'on entendait quand on prenait le temps d'écouter un son, le son d'une planète par exemple, quand on prenait le temps d'écouter le son de la planète Terre. Intéressant. On nous dit qu'il y a à peu près ce même son, mais sous différentes variantes. Alors tout est vibration. Je ne vais pas dire que tout est son, je vais dire tout est vibration. Pourquoi je fais cette différence? C'est qu'il y a des sons sonores donc, que l'on entend, qui font partie de la sphère auditive, mais il y a également des sons comme des infrasons, des sons très très graves qui sont en dessous du seuil de détection de l'oreille et que l'on ne va pas entendre. On va les ressentir, on va peut-être sentir la vibration. Par exemple, je prends ce diapason, si je le fais vibrer, on sent un mouvement. Profil de manière à ce qu'on voit le tremblement. On voit un mouvement. On recommence parce que le mouvement, on n'a pas trop bien... on voit que ça tremble, ça vibre. Mais en même temps, si je le place sur une personne, on va sentir un mouvement. Oui, le mouvement. Là où il y a la douleur, vous placez... Mais si on essaye de l'écouter, on ne va rien entendre. Là, c'est un diapason qui est de l'ordre de 24 Hz. Le seuil de détection de l'oreille humaine, suivant sa sensibilité, il va être entre 16 et 50 Hz. Donc, en fait, il n'est pas entendable par l'oreille, mais par contre, on va le ressentir autrement. Si je prends des sons plus aigus comme ceci. Si on fait vibrer sur moi, ça va me réveiller quelques douleurs. Je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Parce que justement, ce ne sont pas des sons, et c'est ce qu'on va avoir, qui vont réveiller des douleurs, des choses comme ça. Ça va être peut-être des révélateurs, mais ils ne vont pas réveiller quelque chose. Là, si j'illustre la même chose que tout à l'heure, voilà, avec des diapasons beaucoup plus aigus. Là, on a des sons qui sont très proches de l'ultrason. Je n'ai pas besoin d'insister, de faire très très fort. Déjà, il traverse, on a l'impression que ça traverse le corps. C'est sûr. Eh bien, lorsque l'on va aller plus haut dans les fréquences, on va arriver aux ultrasons, que les animaux perçoivent et nous beaucoup moins. Et au-delà de cela, j'ai apporté ce petit instrument, voilà, simplement pour illustrer de la lumière. Voilà, de la lumière. Là, j'ai mis une pastille de couleur, et donc il y a une légère lumière rose qui correspond. En fait, lorsque la vibration devient au-delà de l'ultrason, ça devient de la lumière et de la couleur. Alors pourquoi je vous expose ça? On se rend compte que finalement, la vibration est quelque chose que l'on peut ressentir au toucher, quelque chose que je peux voir en lumière, quelque chose que je peux entendre. Ces vibrations, elles peuvent être aussi perçues par le sens de l'odorat. Donc là,
on va retrouver tout le côté olfactif, mais qui agit tout aussi fortement sur une personne que une couleur ou qu'un son. Comme nous sommes rentrés dans la pièce tout à l'heure, et on a senti un parfum qui flottait. Tout de suite, et ça va être agréable ou désagréable suivant les personnes. Autrement dit, nous avons 5 sens principaux et chacun de ces 5 sens sont spécialisés dans une fréquence de vibration. Du toucher à l'auditif, au visuel, à l'olfactif. Voilà. Chacun va avoir une influence qui va venir alimenter le cerveau qui, lui, va pouvoir transformer ces informations-là pour pouvoir les digérer pour autre chose. Dans certaines traditions, d'ailleurs, le cerveau n'est pas pris comme un ordinateur central, mais comme un sens supplémentaire. D'accord. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qui serait l'ordinateur central dans ce genre de cas? Je dirais que moi, j'ai un chef d'orchestre dans le corps, c'est le cœur. Ok. C'est pas Saint-Exupéry qui disait que on le voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Ben oui, l'essence est invisible, c'est vrai. Autrement dit, on a tendance à spécialiser un sens plutôt qu'un autre. Aujourd'hui, quand même, nous sommes plus dans le visuel. Nous utilisons beaucoup les vitrines, les catalogues, les écrans de télévision. En fait, nous consommons beaucoup visuellement. En fait, c'est le contexte, c'est la culture qui va faire ça. Si vous prenez des personnes qui ont l'habitude d'être dans la nature ou dans la campagne, le visuel ne va pas être décorrélé, séparé du reste. Il va y avoir beaucoup d'autres stimuli. Et en fait, c'est quand toutes ces informations se combinent qu'on a une information qui est juste. Moi, je dirais que l'on discerne. Cette information, elle est complète. Mais lorsque l'on regarde quelque chose, on sait que le visuel peut être trompeur. Oui, mais ça trompe énormément. Si on n'a pas autre chose qui vient nous corroborer, nous confirmer les choses, on peut avoir un visuel qui est complètement trompeur. Une œuvre d'art qui est en trompe-l'œil va nous donner une sensation, mais qui ne sera pas une sensation réelle. Donc c'est parce que nous avons un corps magnifique qui combine toutes ces sensations, tous ces stimulés, je dirais toutes ces informations, que l'information devient réelle pour celui qui la ressent. Personne ne peut ni discerner ni ressentir pour quelqu'un d'autre. Oui, c'est sûr. Donc, le champ de tout ce qui correspond aux vibrations, quelquefois, la souffrance aussi de quelqu'un, on peut ressentir la souffrance d'un être humain quand même. Pour moi, c'est une information. Pas physiquement, mais au niveau du cœur. Une information, ça. Oui. Tout est vibration et tout est information. Et notre corps est capable de sentir toutes ces informations. C'est notre conscience qui a besoin de s'ajuster, de besoin d'apprentissage pour ressentir. Certaines personnes sont prédisposées à une sensibilité beaucoup plus grande et d'autres personnes non. Mais toute l'information est disponible. Vous rencontrez quelqu'un, tout de suite vous allez sentir, on dit des atomes crochus, quelque chose de sympathique. Et puis dans certains cas, on va sentir qu'au contraire ça ne va pas. Ça repousse. Cette faculté, on appelle ça la résonance sympathique. C'est une faculté de nos cellules qui s'appelle la biorésonance. Et c'est une faculté de nos cellules de rentrer en résonance avec certaines vibrations. Donc en fait vous allez sentir que telle énergie, c'est comme ça que l'on dit, que telle énergie correspond, est agréable ou désagréable, on va sentir la souffrance, etc. Mais en fait c'est notre perception de données que nous avons appris à reconnaître. Donc ça va être des émotions, ça peut être des sentiments. Ça peut être des visions. Certaines personnes vont simplement avoir des flashs, des visions, ou alors des souvenirs qui vont remonter. Mais ce sont ces informations qui ont été en résonance avec des informations que nous avons stockées par notre expérience et qui vont être restituées. Certaines fois, donc, ça va réveiller des informations anciennes comme des souffrances, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. Donc, comment est-ce que la sonologie, donc je traduis le terme de sonologie, va agir. La sonologie, c'est comme la biologie. La biologie, c'est l'étude du vivant. Et la mise en application de l'étude du vivant pour la santé, c'est la médecine.
Eh bien, la sonologie est l'étude des sons et des vibrations thérapeutiques, ou comment cela influe sur notre corps, sur notre santé, sur notre environnement. D'accord. Et donc, la mise en application donc, de la sonologie, qui est tout ce champ d'études, qui va jusqu'à la médecine aujourd'hui, qui est capable, par exemple, d'écouter, d'enregistrer les fréquences des cellules, de reconnaître qu'une cellule est saine ou malade, en reconnaissant que la fréquence correspond. Mais voilà, c'est sur cette fréquence-là que je voulais venir avec vous, parce qu'il paraîtrait que le bébé, enfin que nous, fœtus, nous baignons dans ce son, dans ces vibrations. Oui, et que le cœur a aussi un rythme et un son qui a été étudié, et que le pouls aussi, bon, quand les médecins font comme ça ou écoutent avec leur appareil, ils entendent un son, et ces sons-là ont été enregistrés, et ces sons-là aujourd'hui servent à soigner des pathologies, des choses qui... Vous abordez beaucoup d'aspects qui correspondent aux recherches sur la sonologie. La sonologie existe depuis à peu près les années 80. Entre autres, il y a un centre de recherche de référence qui est le centre Medson, qui est au Québec, et qui a étudié comment certains sons sont thérapeutiques alors que d'autres ne le sont pas. Et tout ce champ d'études, aujourd'hui, rentre de plus en plus profondément dans la médecine, qui est capable d'utiliser par exemple les ultrasons pour diagnostiquer ou pour opérer. Donc oui, toutes ces vibrations que l'on peut isoler, recevoir, enregistrer, puisqu'on est capable d'enregistrer des cellules, comme je disais, avec comme des microscopes, mais qui enregistreraient les sons, nous montre que notre environnement est son et vibration. Nous montre que nous avons une perception qui est pas toujours consciente mais intime de toutes ces fréquences, de toutes ces vibrations, et qu'il est possible de reconnaître quand est-ce que ces vibrations sont correctes ou pas. Une des personnes qui est assez connue, qui est le docteur Tomatis, lui disait que le corps est comme une oreille. Que donc tout notre corps est capable de recevoir toutes ces vibrations. Et donc ça lui a permis de mettre en place des solutions thérapeutiques pour aider les personnes, où il réapprend à la personne à recevoir et à intégrer certaines fréquences, comme dans un apprentissage, pour pouvoir réparer ou harmoniser, équilibrer quelque chose qui a été déséquilibré. Oui. Et donc la personne dont j'ai parlé tout à l'heure qui a créé ce centre de recherche, le centre Medson, c'est donc monsieur Emmanuel Comte, qui est venu plusieurs fois en Guadeloupe depuis 2009. Vous tenez un de ses écrits, il a écrit 3 livres sur la sonothérapie. Celui-ci est le deuxième. Le premier était un livre beaucoup plus pratique. Le deuxième, donc... je le montre à mon collègue. Le deuxième a abordé tous les aspects historiques, parce que ce sont des techniques qui sont à la fois très anciennes et à la fois très nouvelles. Donc il a abordé tous ces aspects de comment les sons, les vibrations étaient déjà perçus avant. Il remonte à Pythagore et même avant pour expliquer comment Pythagore et les autres penseurs de cette époque-là, qui étaient à la fois des scientifiques et des métascientifiques, des physiciens et des métaphysiciens, allaient dans le subtil et lui disait qu'en fait tous les sons que nous entendons, ça s'appelle pour lui la musique des sphères. Il a montré comment les cellules vibrent et produisent leur propre son, leur propre mélodie. D'accord. Et qu'en même temps, donc dans l'infiniment petit, et que dans l'infiniment grand, ça nous met en relation avec l'univers et le cosmos. Il a montré déjà à cette époque-là, alors qu'on n'avait pas tous les moyens scientifiques de maintenant, que son et vibration étaient intimement liés à notre être dans le plus petit et nous relier aussi à l'univers et au cosmos au plus grand. Oui, parce qu'on voit un bébé quand il vient de naître, il a les yeux fermés, mais il suffirait qu'on tape dans les mains pour qu'il se mette à bouger, ou alors qu'il écoute de la musique. On sent que le son fait partie de nous depuis la création
Le dans le nouveau-né est ventre, beaucoup voilà. plus libre que nous. Il n'a pas toutes les expériences qui ont limité notre perception du monde et de l'information. On dit chat échaudé craint l'eau froide. Ouais. On fait une expérience. Si cette expérience est difficile, on va Ouais. appréhender les expériences futures. Oui, ouais. Alors qu'en fait, on ne les connaît pas. Donc, notre expérience va influer notre vision du présent. C'est sûr. En quoi est-ce que d'avoir une conscience et une observation sans a priori des sons et des vibrations va nous aider? Parce qu'elle va nous reconnecter à nous. Oui. Au C'est plus sûr. profond, va nous reconnecter à nous. Mais il y a même aussi un sujet que j'avais lu sur un des réseaux sociaux. Un bébé qui avait sauvé sa maman d'une crise cardiaque parce que le bébé avait pleuré, mais pleuré très très fort, et que le son de sa voix avait pu réveiller sa mère d'un coma. Elle allait succomber d'une Tout à l'heure, vous aviez dit que on peut ressentir la souffrance de quelqu'un. Oui. C'est une information, une vibration, et qui va nous parler parce qu'elle va, sous forme de résonance, réveiller peut-être des souvenirs de souffrance ou de choses qui ne sont pas agréables pour nous. Ouais. Donc, une sensation, une information très très subtile par un bébé, par un nouveau-né, par un être qui serait libre de tout formatage, de tout conditionnement, etc., est beaucoup plus fin, beaucoup plus immédiat. Okay. La faculté du nouveau-né, c'est d'apprendre tout comme de la nouveauté, tout le temps. Et plus l'expérience acquise grandit, et plus nous avons tendance à appréhender le monde qui nous entoure, non pas tel qu'il est, mais en fonction de notre expérience. Ouais. Nous abordons des choses comme si nous les connaissions, alors qu'elles sont forcément nouvelles. Même si c'est quelque chose que nous connaissions, c'est dans un contexte nouveau. Donc la liberté est de revenir dans le présent, on en parle beaucoup de l'instant présent, etc. Ouais. Mais hors de toute philosophie, c'est le moment où l'information qui est là est prise en compte pour ce qu'elle est, et non pas pour ce qu'elle a été dans notre souvenir, et qu'à ce moment-là, on reprojette sur une situation. Il y a un très beau film qui s'appelle « What the bleep do we know ?» En français, c'est « Que sait-on vraiment de la réalité ?» et qui expose un petit peu comment notre perception de la réalité est faussée par notre expérience, et comment dans l'infiniment petit, ce que souvent les gens désignent par le quantique, on se rend compte que cette information-là est déjà existante et que ce sont nos choix qui vont faire qu'elle va se matérialiser ou pas. Alors, le temps avance, le temps, l'heure tourne, et les explications sont intéressantes, mais je pense que nous aurons l'occasion de vous revoir. J'aurais bien aimé que vous puissiez nous faire profiter de ce que vous nous avez apporté là comme objet. Déjà le son peut-être pour nous faire voir. Alors là, par exemple, j'ai amené différents bols. Attendez, on va faire autre chose. Comme nous avons déjà pratiquement dépassé nos 20 minutes, nous allons regarder le sujet en tout premier lieu, et ensuite on écoute les différents bols. D'accord. Merci. Bol tibétain, diapason thérapeutique, guitare aux accords spécifiques, Jean-Gérard Fontonge plante le décor de sa séance de sonothérapie. Il a choisi le jardin d'eau à Goyave pour en optimiser les effets. Ces instruments, il les utilise pour produire des sons et des vibrations. Ils vont pénétrer le corps et le mental de celui ou celle qui les reçoit et les transformer pour leur permettre de retrouver l'harmonie. Dès les premières notes, dès les premières vibrations, le corps a déjà ressenti quelque chose. Beaucoup de personnes expérimentent un bol tibétain, par exemple. Dès le premier gong, le premier son, les gens ressentent quelque chose dans tout le corps. C'est pas seulement centré à une partie du corps, mais tout le corps. Et plus on va rester dans ce bain sonore, et plus ça va être important. On va même sentir que le corps est rentré lui-même en vibration. Pour certaines personnes, c'est très 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 conscient, elles sont voire même hypersensibles. D'autres personnes vont être beaucoup plus centrées sur le mental, à essayer de comprendre. Mais au bout d'un moment, vont toujours ressentir que tout le corps a changé, que quelque chose s'est mis en mouvement. La sonothérapie regroupe plusieurs techniques. Elle ne remplace pas les soins classiques, mais peut les compléter. Selon ses défenseurs, elle améliore la faculté d'auto-guérison du corps.
Elle pourrait ainsi soulager tout type de pathologie, en plus de plonger dans un état de relaxation profonde et d'aider à mieux prendre conscience de son corps. Une méthode qui s'appuie sur une science appelée sonologie et qui a fait des émules dans le département à partir de 2009. Cette méthode est arrivée en Guadeloupe par l'intermédiaire de quelqu'un qui s'appelle Emmanuel Comte, qui est le créateur de la sonothérapie qui est la plus répandue actuellement dans le monde. C'est quelqu'un qui a commencé à mettre en place ces techniques en 1980. Il a une histoire atypique, il avait 17 ans lorsqu'il se retrouvait en chimiothérapie, donc traité pour un cancer. Et comme il était flûtiste depuis son plus jeune âge, il a utilisé sa flûte pour passer les longues séances et dures séances de chimiothérapie. Ça lui faisait bien sûr du bien à lui, mais très rapidement il s'est rendu compte que les autres patients de l'hôpital réclamaient ce flûtiste. Et il s'est demandé comment les sons et les vibrations pouvaient dans certains cas être désagréables et dans certains cas aider à l'auto-guérison. C'est la curiosité qui a poussé Karine Fleming à prendre rendez-vous pour sa première séance de sonothérapie fin 2016. Elle ressentait alors une grande fatigue. Pour elle, Jean-Gérard Fontange a misé sur ses outils et des massages. À ma grande surprise, quand je suis sortie de cette première séance qui a quand même duré 4 heures, oui c'était assez lent dans mon cas, quand je suis sortie de cette première séance qui a duré à peu près 4 heures, je me sentais beaucoup mieux, beaucoup plus d'énergie, je voyais un petit peu moins d'idées noires. Et j'ai vraiment eu l'impression qu'en dehors du sport que je pratique de manière régulière pour pouvoir m'aérer les idées et faire face au stress du travail et de la vie quotidienne, que cette technique m'avait vraiment aidé à me relaxer, mais en profondeur surtout. Les séances, d'une durée variable, peuvent être faites de façon individuelle ou collective. Pour permettre à l'organisme d'assimiler les effets de ces interventions, Jean-Gérard Fontange propose des cycles de 3 séances entrecoupées de pauses. Mais le corps peut se remettre au diapason bien avant. Voilà, donc nous avons vu ce sujet qui est pas mal du tout. Vous avez même pu émettre quelques commentaires, mais comme je vous le disais, le temps presse. Nous allons nous pencher sur les objets que vous nous avez emmenés. Alors vous préfériez commencer par les bols? En fait, je vais utiliser ce que les personnes reconnaissent le plus facilement. Le plus facilement, d'accord. En préambule, la sonothérapie utilise donc des sons, et ce n'est pas de la musicothérapie. La musicothérapie est une autre approche, qui est une approche qui va utiliser des fréquences, de la musique. La finalité est la même. La sonothérapie est complémentaire à toutes les autres techniques. D'accord. Et là, donc j'ai des bols tibétains, un didgeridoo, quelques diapasons. J'ai amené d'autres choses qui sont utilisées, donc de la couleur, de la lumière, des pierres. Nous utilisons aussi des fragrances. Voilà. Et là, je vais vous faire simplement écouter ce que les gens connaissent. Ce sont les bols tibétains ou bols népalais. Tous les bols ne sont pas pareils. Ceux-là, ils ont été sélectionnés par rapport à leur faculté thérapeutique. Et ils peuvent du coup être utilisés pour à la fois diagnostiquer, à la fois accompagner vers l'auto-guérison. D'accord. Bon, plus simple, je vous fais écouter ceci. Voilà, c'est impressionnant, hein?
C'est impressionnant. C'est vrai que ça fait une sorte de sensation au niveau du cœur, à l'intérieur. On a une petite palpitation. Là, on sent autre Oui, chose, on sent c'est autre pas seulement chose. l'oreille, il y a quelque chose Tout, d'autre qui s'installe. même le cœur vibre un tout petit peu. On sent quand même comme des petits cœurs qui battent légèrement. En fait, Ça, j'ai c'est intéressant, utilisé ça, par à la contre. fois les bols, Les bols et le son. avec juste, Oui. c'est pas très très fort. Mhm. Je les ai pas utilisés par exemple de cette manière-là. Donc il y a différentes manières d'utiliser les Donc bols. vous arrêtez avec vos mains comme ça tourne et puis vous Il y l'arrêtez. a toute une formation pour formation. apprendre Oui. à utiliser ces différents moyens, apprendre à les écouter, à reconnaître, à diagnostiquer. Un bol va, par exemple, me servir à savoir si une personne a un blocage, une Ouais. souffrance, une douleur en quelque part, qu'elle soit physique, psychique, émotionnelle. D'accord. On va pouvoir le ressentir grâce à un bol. De la même manière, les diapasons qui sont utilisés par exemple pour le diagnostic ORL par les médecins, Ouais. là on va pouvoir les utiliser pour rééquilibrer. Les personnes qui ont des problèmes d'acouphènes, on va pouvoir dissoudre des tensions, on va pouvoir remettre en circulation sanguine, lymphatique, etc. Ouais. On a énormément d'applications et d'effets. Des simples diapasons comme ceux-là vont pouvoir être utilisés par des personnes soit en réflexologie, soit en accompagnement sur de l'acupuncture ou du shiatsu. Et on va multiplier par 4 ou 5 les effets que l'on aurait si on utilisait simplement les doigts. D'accord. Tout ce qu'on vient de voir là, on peut les utiliser dans un bloc opératoire. On sait qu'on va diminuer de moitié les doses d'anesthésiants que l'on va utiliser et donc de réduire tous les problèmes qu'il pourrait y avoir après au réveil. Parce que toutes ces fréquences, toutes ces vibrations vont aider à une relaxation profonde et vont permettre à la personne d'être dans un état où le stress a diminué ou a disparu et où la personne est beaucoup plus réceptive ensuite au traitement qu'elle reçoit. Voilà. Donc vous faites des ateliers de formation également. Oui, oui, oui. C'est monsieur Emmanuel Comte Alors donc là vous avez en main qui avait initié un fascicule sur la sonologie et les formations qui sont dispensées par l'école de sonothérapie qui est celle qui est enseignée principalement en Guadeloupe. C'est une école de sonothérapie qui est au Québec, qui est agréée par à la fois donc l'association RITMA, qui est donc le réseau d'intervenants et de thérapeutes en médecine alternative au Québec, et à la fois par l'association ANQ, qui est en fait l'association des naturothérapeutes du Québec. En fait, voilà, c'est une école qui est reconnue, qui existe depuis plus de 30 ans maintenant. Elle a été enseignée en Guadeloupe depuis les années 2009. La plupart des sonothérapeutes qui ont été formés sont issus de cette école-là. D'accord. Il y en Donc, avait nous avons il y en a 16, pareil. 17 ou 18 maintenant en Guadeloupe, qui exercent ou pas, puisqu'en fait cette formation au départ ne forme pas tout de suite des sonothérapeutes. On est sonothérapeute parce qu'on a fait cette formation, mais on le devient surtout par la pratique, par l'expérience. Par le fait de... Et puis il faut avoir une aptitude, je pense aussi. Il faut être prédisposé quelque part, je ne sais pas. Il n'y a pas d'aptitude à utiliser les sons et vibrations. Par contre, je pense que dans toute démarche thérapeutique, il y a une aptitude particulière. On va pouvoir utiliser un bol pour soi et se faire du bien, c'est une chose. Maintenant, utiliser ce bol-là pour pouvoir accompagner quelqu'un, il va falloir avoir cette faculté de reconnaître et d'accompagner la personne. Donc c'est ça, j'ai raison, il faut une aptitude, il faut déjà une prédisposition. Donc cet outil que vous avez, enfin les couleurs d'abord, avant d'arriver au... Les couleurs, en fait, comme on a dit tout à l'heure, lorsque les fréquences augmentent, on arrive dans les couleurs. Et donc j'avais d'ailleurs il y a un certain nombre de temps rencontré quelqu'un qui avait lancé les premières
recherche en Ouais. chromothérapie. Ouais. Donc thérapie par les couleurs. Mhm. Et ce monsieur s'appelait Jean-Claude Nobis. Moi, il m'avait marqué parce que non seulement il faisait des choses par rapport aux couleurs, il avait des magnifiques posters d'arc-en-ciel et puis des rosaces avec des couleurs. Et, mais dans le stage que j'avais effectué avec lui, en fait, il utilisait aussi les sons. Et il y avait des sons spontanés qui étaient des sons harmoniques, comme celui que j'ai fait tout à l'heure. Hein. Ben, ces harmoniques, ces petits bruits un peu aigus qui arrivent, ben, on retrouvait ça aussi dans son stage, alors que c'était un stage sur les couleurs. Ouais. Les choses ne sont pas séparées. Oui, ça se complète. Exactement. Voilà. Tout se complète. Il y a des pierres qui sont là, bon, quelques-unes. Le fait d'utiliser donc les cristaux, mais bon, aussi les élixirs. Hein, on a les pierres directement, mais on peut avoir des élixirs de pierres. Bon, il y a des personnes qui sont très spécialisées ici en Guadeloupe sur ce qu'on appelle la lithothérapie. Mais bien sûr, elle va être utilisée. C'est aussi du champ vibratoire. Les huiles essentielles, les odeurs, les fragrances qui vont vous mettre dans un état particulier. Une huile essentielle de menthe poivrée va enlever un mal de tête. Voilà. Les fragrances vont avoir une influence directe. Bon, et puis, là, j'ai les diapasons, on en a un peu parlé tout à l'heure. Et là, c'est un autre instrument qui, comme les bols tibétains, est un instrument ancestral. Alors, pourquoi avoir choisi ça? Les moines, les ancêtres des moines tibétains, qui étaient les moines Bon, utilisaient les bols tibétains pour harmoniser leur santé. Et le didgeridoo, qui est un instrument aborigène australien, est aussi un instrument ancestral et qui est utilisé pour tout ce qui est cérémonie sacrée, tout ce qui va être en lien profond avec la terre. Je vous fais écouter, si vous voulez. Oui, on a envie d'écouter cet outil-là. Vous appelez ça didgeridoo? Didgeridoo. Il y a plusieurs noms, mais c'est celui qui est le plus connu. Très bien. Voilà un petit extrait. Il ressemble à d'autres instruments que certains connaissent ici. Beaucoup pensent que c'est un vuvuncela, par exemple. Ce n'est pas le cas. Il y a des instruments tibétains qui sont très très longs. Voilà. C'est jamais qu'un. Donc alors les Tibétains, ils ont été plus après cette science-là que nous. Ils ont développé cette affaire-là. La plupart des peuples anciens, premiers, utilisaient les sons et vibrations pour la santé, pour le lien avec le subtil, peut-être même pour le lien avec l'invisible. Que ce soit Dieu. Oui, peu importe comment il l'appelait, mais il savait que ça influençait directement le corps. C'est pour ça qu'on dit que c'est des techniques ou des approches très 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 anciennes et naturelles. Lorsque l'on ne va pas bien, je vois toutes ces plantes, on va naturellement dans la forêt, à la rivière, à la mer, on sait que ça va influer sur notre état et que ça va l'améliorer. C'est sûr. D'accord? Donc intuitivement, nous savons que toutes ces vibrations-là influent sur notre santé. Le but là, c'est bien sûr de lutter et de soulager la souffrance. C'est sûr. Avec tous les outils que vous avez, donc nous rappelons quand même que vous recevez pour aider. Je reçois donc individuellement. Alors je commence d'abord par le soin individuel. La personne est allongée sur une table, en tout cas est allongée, et on va utiliser à la fois de la méditation guidée, de la relaxation guidée, pour aider la personne à mieux percevoir toutes ces vibrations, et puis l'aider surtout à observer, à accueillir et à observer toutes ces vibrations à l'intérieur de son corps. C'est pas les instruments, ce ne sont pas les sons qui vont faire simplement, mais aussi la manière dont la personne va accueillir de nouveau
en fait ce que son corps lui dit. Va s'écouter aussi, peut-être. S'écouter, Oui. mais pour moi je dis observer, Oui. parce que écouter voudrait dire en fait au Que niveau la auditif, partie, alors que là on est en train de parler de observer absolument tout ce que le corps avec tout nous ça. dit. Voilà. D'accord. Le corps a un langage très simple, en sensations, en émotions, en pensée, en couleurs, en vision. Le corps combine tout ça, et c'est parce que nous ne prenons pas le temps, ou ne faisons pas toujours suffisamment attention, que nous ne ressentons pas les choses. C'est comme si on sent une chaleur et puis qu'on continue jusqu'à se brûler alors que le corps nous a avertis avant. Et oui, puisqu'on a senti la chaleur. Donc le corps nous informe en permanence. C'est notre principale protection. Pourquoi est-ce qu'il devient moins efficace? Ben simplement parce que nous n'y mettons pas l'attention qu'il faudrait. Voilà. Alors que cette attention-là, c'est juste être en amour avec son corps. Prendre soin de soi, comme le corps prend soin de nous, en nous prévenant, nous informant d'absolument toutes les informations. C'est vrai, la nature nous parle tous les jours, le corps nous parle, mais on ne l'entend pas ou on ne l'écoute pas. C'est ce que donc, disait Victor dans une Hugo. séance individuelle, je vais accompagner la personne à ressentir toutes ces vibrations qui vont rentrer en biorésonance, qui vont la relaxer profondément au plus profond de ses cellules, qui vont pouvoir ouvrir, je dirais réharmoniser, la remettre en lien avec tout ce qu'elle est, le visible comme l'invisible, et permettre à ce moment-là de libérer des blocages en remettant en circulation tout ce, je dirais, ce courant de vie à l'intérieur du corps. Donc c'est une séance de 1h30, 2 heures, il m'est arrivé d'utiliser d'autres techniques en même temps et d'arriver à 3, 4, 5 heures pour une personne. Tellement il y a des choses qui changent au fur et à mesure, une amélioration. Des personnes qui sont depuis des années avec des pathologies, des souffrances qui ne partent pas et qui finissent par voir ça partir sans avoir à revivre tout ce qui était difficile. Voilà, ça ce sont les séances individuelles. Et donc, les séances collectives, les grands malades, c'est un peu ce qu'on a fait. Les personnes en soins intensifs, Oui. toutes ces personnes peuvent vous contacter pour pouvoir améliorer un peu leur... Nous en avions un petit peu parlé avant l'émission. On utilise la sonothérapie en soins palliatifs pour soulager les souffrances lorsque la médecine ne peut plus rien. Ça fonctionne aussi sur des personnes qui sont inconscientes, qui sont dans le coma. On l'utilise pour des personnes qui ne peuvent pas s'exprimer, qui sont limitées dans leur expression. Il n'y a absolument pas de contre-indication pour cette approche-là. Nous allons juste nous offrir une petite page publicitaire et nous reviendrons pour la toute dernière partie de cette émission. Voilà, donc nous sommes revenus avec Jean-Gérard Fontange, qui est sonothérapeute. Sonothérapeute, oui. Et vous avez dit aussi que ça pouvait vouloir dire l'étude, non, pas c'est l'étude de tous les sons, d'accord, oui. Mais aussi on disait toucher avec... oui, ça c'est important. Oui. La sonothérapie, l'autre nom, c'est également toucher par les sons. Et c'est ce qui permet de faire la différence avec ce que l'on entend, qui serait de la musique, de la musicothérapie, ou des fréquences comme avec le docteur Tomatis. Là, on va ressentir les sons. Donc comme un toucher, comme un massage sonore. Et ce n'est pas seulement la sensation de bien-être façon plaisir qui va se mettre en place. Non, on va de nouveau avoir la sensation d'être là, à sa place, dans son corps, et de ressentir l'interaction avec son corps. Alors, et ça, c'est quelque chose d'important, parce que c'est ce qui permet en général aux personnes de libérer, par exemple, des émotions ou des souffrances qui sont là, mais avec lesquelles les gens faisaient avec, on prend sur soi. Bah là, non, ça va... libérer. Ça va se Pour une libérer. personne, une maman, une future maman qui attend un bébé, est-ce que ce son pourrait être bénéfique pour son bébé, par exemple, depuis Alors, je vais dire oui. On prend certaines précautions en même temps, parce que suivant les réactions avec les vibrations, on ne le fait pas, par exemple, dans les 3 premiers mois de grossesse. D'accord. De manière à ne pas, ne pas induire de risque de fausse couche, etc. Mais après, il y a une sonothérapeute qui a
qui a fait sa formation alors qu'elle était enceinte. D'accord. Infirmière et sonothérapeute, elle était enceinte. Donc en fait, il n'y a pas de contre-indication à ce niveau-là, que ce soit les mamans, enfin les futures mamans enceintes, que ce soit avec les très très jeunes enfants, ils sont ils sont naturellement à l'aise avec toutes ces fréquences-là. Vous verriez les enfants jouer naturellement avec ces sons-là. En fait, ils font plus que jouer. J'en ai vu pendant un soin qui ont su prendre exactement au bon moment un bol ou faire sonner quelque chose juste au moment où il fallait. J'ai vu des enfants, un bébé qui prenait le sein et qui s'est arrêté en entendant le didgeridoo. Et pourtant, il avait très faim, il pleurait et c'était... à chaque fois qu'il a entendu le bol, il s'est arrêté, il est resté pendant un moment à regarder. Donc en fait, les enfants, c'est vraiment leur univers. Ils sont ouverts, comme on disait tout à l'heure. Ils n'ont pas cette expérience limitante que nous avons. Et tout de suite, ils sont dans le présent. Alors, si je vous demande de nous faire une vibration, par exemple, pour la pièce là où nous sommes. En fait, c'est ce que nous avons fait. C'est ça, vous avez fait ça pour la pièce depuis tout à l'heure. Et bien, vous avez endormi toute l'équipe alors. Bien, en fait, on vient de se réveiller, mais là... je parlais de séances collectives. En fait, on est dans de la détente, on est dans de la relaxation profonde. Je ne parle pas seulement de méditation, mais de détente et de relaxation profonde. Si méditation il y a, c'est le fait de observer et de méditer sur qui on est et qu'est-ce qu'on est dans ce corps. Donc il faut écouter le son en fait pour apprécier. Est-ce qu'il y a une méthode pour nous pour apprécier ce son? Comment il faut être, dans quel état d'esprit? Il faut vider l'esprit, se vider la tête. Emmanuel Comte disait, en fait, ça médite tout seul. Ça médite tout seul. On n'a pas besoin de... Il n'y a pas d'approche, il n'y a pas de technique particulière. Une personne qui va entendre juste un bol, j'en ai vu qui au bout de 30 secondes, j'ai vu un homme presque fondre en larmes, alors qu'il voulait simplement savoir qu'est-ce qu'était un bol tibétain. Et en fait, une grosse émotion est remontée et il m'a dit « tout va bien ». En fait, il a revécu un moment de mort imminente, il a eu un problème, il est tombé dans le coma et il a vécu des mondes, vous savez, des témoignages des gens qui vivent de l'amour inconditionnel, de la lumière, etc. Et il a revécu ça tout de suite. Tout de suite. Donc, autre chose importante, il s'agit de quelque chose dans l'infiniment petit dans les cellules et qui nous remet en connexion avec l'univers. En fait, dans tous les sons, et la voix harmonique tout à l'heure avec les petits sons, en fait, les sons ont cette faculté de nous remettre en connexion avec toutes les dimensions. C'est ça, les harmoniques. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite dans l'infiniment petit, il n'y a pas de limite dans l'infiniment grand. Est-ce qu'on peut réentendre la voix, voir un peu? Oui, bien sûr. J'aime bien quand vous faites cette voix-là. Cette voix-là. Mais il y a une mélodie derrière avec un sifflement. En fait, ce sont des choses qui s'apprennent. On peut l'apprendre pendant les formations et pendant les ateliers. On peut le faire simplement avec les voyelles. Beaucoup de personnes, donc il y a plein de techniques, mais en fait, la sonothérapie, son champ, ce n'est pas les techniques. C'est tout ce qui est mis en œuvre par toutes ces techniques. Finalement, nous voulons tous soulager la souffrance, tous aller vers l'auto-guérison. Et il y a différentes approches pour cela. Et bien des approches qui vont plus parler à certaines personnes et quand elles vont toucher profondément l'inconscient et nous permettre de vivre, d'expérimenter ce qui était inconscient, là on donne un potentiel de réharmonisation, d'auto-guérison aux personnes qui est extraordinaire. Superbement bien. Et donc avec les voyelles, on peut apprendre à faire ces sons-là. Donc ce sont des ateliers que l'on fait. Et dans les séances de groupe, souvent, je fais chanter des voyelles à plusieurs personnes. L'expérience la plus extraordinaire, c'était 450 personnes dans un amphithéâtre en train de faire ces sons-là. Dites-moi comment faire. Nous allons essayer pour voir si j'ai cet accord. En fait, je vous montre, je vous illustre juste quelque chose. Je vais utiliser différentes voyelles de deux manières différentes. A, O, U, I. D'accord?
Ouais. Maintenant, j'utilise d'une autre manière. J'ai utilisé les voyelles, mais ça montre quelque chose. Lorsque je sépare les choses, on essaye ensemble avec mon collègue. Lorsque je sépare les choses, eh ben, j'entends rien. Et lorsque je les relis ensemble, il y a de nouvelles choses qui apparaissent. Essayez simplement. Je construis. O-U-I. J'ai raté. Alors, je vais vous faire autre chose. Oui. Il nous reste 2 minutes. Alors, un son que tout le monde semble connaître. Oui. Parce que au niveau philosophique, au niveau religieux, énergétique, etc., il est connu. C'est le Om. Oui. D'accord ? Ça, je connais. Le Dalai Lama, j'ai écouté hier une conférence où il disait en fait, c'est pas Om, c'est A-U-M. A-U-M. Si je vais vous faire faire comme ça. On vient d'expérimenter 3 vibrations. Une première qui va ouvrir, libérer. Une autre qui va harmoniser et protéger. Et une autre qui va vibrer, faire sentir la vibration. Maintenant, si je les enchaîne, ça fait ça. Lorsqu'on fait ça ensemble, tout le monde rentre en résonance. Et là, tout le monde va être obligé de revoir la rediffusion, hein, que voulez-vous, parce que là, il va falloir qu'on y aille. Nos autres invités nous attendent. Merci en tout cas.